Où sont les influenceuses noires lors d'événements organisés par les marques? Pourquoi les influenceuses noires de France sont sous-représentées dans le luxe? En France, pourquoi elles ne sont pas assez représentées avec des marques de qualité? Je cite Porsche par exemple. À moins que vous ne soyez sur notre planète, tous les TikTok que je viens de vous montrer, soit vous êtes tombé dessus, soit vous êtes tombé sur un contenu similaire. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu comme un format analyse. Bref, on va parler de ce sujet qui enflamme la toile depuis quelques jours. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne. La France est un pays qui prône la diversité, l'inclusion et tout ça. Mais pourquoi voit-on si peu d'influenceurs noirs mis en avant? Les grandes marques et les créateurs populaires en France prônent l'inclusion et la diversité. Mais est-ce vraiment le cas dans les faits? Pourquoi voit-on toujours les mêmes profils mis en avant lors des collaborations et pendant les événements? Déjà, d'où vient ce questionnement? Au fur et à mesure du temps, on a remarqué que on ne voit pas beaucoup d'influenceurs noirs parmi les plus suivis en France mis en avant. On les voit rarement travailler avec des grosses marques, on les voit rarement présents lors des événements. Je pense que c'est un peu tout ça qui a soulevé le questionnement de mais en fait, ils sont où? Genre, on suit des gens, il y a des personnes qui ont des millions d'abonnés, mais on ne les voit pas. Un exemple très concret. Il y a par exemple l'influenceuse Angela que je suis vraiment beaucoup. Vous voyez, quand vous appréciez quelqu'un, que la personne fait quelque chose, vous essayez tout de trouver des excuses. J'ai beaucoup essayé de lui trouver des excuses par rapport à cette remarque que j'ai faite. Tout le monde sait que Angela, elle a une marque de matcha, Mia Matcha. On ne vous présente plus la marque. Vous vous rappelez quand elle avait fait la sortie du matcha cerise, tout ça. Il n'y avait aucun influenceur noir. Aucun. Parce que les gens, c'est bien de parler, mais il faut citer les noms et donner des exemples concrets. Et c'est ce que je fais. Les influenceurs noirs lifestyle, il y en a des tonnes. Mais pourquoi elle n'en a invité aucun d'entre eux? L'année dernière, à Noël, elle a voulu faire un peu... Je vais vous expliquer. Elle a invité deux noirs, mais on va dire que ces deux noirs, ils entrent dans des cases bien spécifiques. Elle a invité Marcus, le meilleur ami gay de Lena Situation, et So Charmante. Vous voyez très bien de qui je veux parler. La fille douce, élégante, tout ça. Et je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi ces deux choix sont stratégiques et problématiques. Pour répondre à la question pourquoi est-ce que les influenceurs noirs sont peu visibles en France, ce qui vient en premier, et je pense que c'est quand même logique, c'est la démographie. Il ne faut pas oublier que la France, c'est pas que Paris. En dehors de la capitale, il y a très peu de noirs en France. Dites-vous que les noirs représentent juste 4% de la population française. 4%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais est-ce que cela suffit-il à expliquer ce phénomène? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les influenceurs noirs qui créent du contenu en France, ils ne créent pas du contenu que pour les noirs. Parce que dans leur communauté, ils ne sont pas suivis que par des noirs. Donc, on ne peut pas vraiment se baser sur ce truc démographique pour dire que oui, voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont pas le plus mis en avant. Non. Non, je ne pense pas. Bien qu'ils soient peu, il y en a qui sont suivis par une communauté mixte. Donc, la plupart d'entre eux ne créent pas du contenu juste pour ces 4% de noirs en France. L'autre raison pour laquelle, selon moi et mes recherches, les noirs sont moins mis en avant, que ce soit avec leur type de contenu ou autre, c'est déjà les algorithmes. En fait, je ne sais pas si c'est sans le vouloir, je ne pourrais pas dire sans le vouloir, mais les algorithmes ont tendance à invisibiliser les créateurs de contenu noirs et mettre d'autres créateurs de contenu d'une autre couleur de peau en avant. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, moi, je suis une femme noire aux cheveux crépus. Quand je veux regarder des coiffures peut-être sur Pinterest ou sur Google, qu'est-ce que je tape? Bien sûr que je tape coiffure femme, je n'aurai aucune femme noire qui me sera proposée en fait. Juste des femmes blanches. Donc, pour trouver une coiffure qui me va, je serai obligée de taper coiffure femme noire. Pareil que quand tu vas chercher peut-être vêtements femmes sur Google, tu n'auras que des profils de blanches et aucune noire ne se sera présentée. Ou du moins, il va falloir scroller longtemps. Alors que elles, dès que tu tapes, c'est leur nom qui tombe en premier. Qu'importe le style de recherche que tu fais, que ce soit même sur TikTok, si tu recherches un style vestimentaire et que parmi les propositions qui te seront faites, tu aimerais trouver le contenu d'une femme noire, il est impératif que tu précises dans la barre de recherche femme noire à côté de tout ce que tu cherches. Et c'est pas que pour les femmes, même pour les hommes. Quand tu cherches coiffure homme, tu ne vas tomber que sur des hommes blancs. Mais si toi, homme noir, tu cherches une coiffure, tu es obligé, peu importe la plateforme sur laquelle tu te retrouves, tu es obligé de taper coiffure homme noir. Alors que les blancs, eux, ils tapent juste coiffure homme, c'est tout. Tout ça, les algorithmes, ils sont aussi pour quelque chose. Je ne saurais dire si c'est fait exprès ou pas, mais c'est un fait. Ce qui me pousse à croire que je suis légitime à penser ce que je pense, c'est que récemment, j'ai lu un livre Nexus de Yuval Noah Harari, si je ne me trompe pas, dans lequel il disait que certains algorithmes sont enclins à mettre
plus en avant de contenu de certaines personnes au détriment d'autres personnes racisées. En fait, je ne sais même pas sur quoi est-ce que les algorithmes se basent pour te proposer un contenu quand tu fais une recherche. Je vais vous expliquer, vous allez me dire les hashtags et tout. Je vais vous expliquer. Une fois, je cherchais quelque chose sur TikTok. Je ne vais pas dire quoi. Et c'était un truc assez féminin. Voilà. Et je suis tombée exclusivement, bon pas exclusivement, mais dans un premier temps sur le contenu uniquement de femmes blanches qui en parlaient. Quand je suis enfin tombée sur la vidéo d'une femme noire, dites-vous que la vidéo de la femme noire avait plus de vues et de likes que celle de toutes les blanches qui m'avaient été proposées au début. Mais pourquoi est-ce que sa vidéo n'est pas sortie en premier? Très très bonne question. N'oublions pas qu'auparavant, la situation était tellement compliquée que, enfin quand je dis compliquée, je ne parle pas que dans le monde de l'influence, mais dans le monde du travail en général, il y a eu des lois qui ont instauré des quotas. Pour dire que dans une entreprise, il faudrait, je vais dire un truc au hasard, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi la loi du quota, mais je sais, nous savons tous qu'il y a une loi par rapport au quota. Dans une entreprise, vous devrez embaucher environ 1 ou 2 personnes. Je dis bien ce que je dis, c'est juste un exemple pour que vous puissiez avoir une vision de c'est quoi le quota. Par exemple, si une entreprise doit embaucher 10 personnes, elle a un quota de au moins, je dis bien encore que ce n'est pas, c'est pas avéré, je donne juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons une entreprise, elle doit embaucher 10 employés et parmi les employés, donc, l'État lui impose qu'elle doit aussi peut-être engager parmi tous ces gens-là 4 personnes issues des minorités ou bien racisées. En quoi beaucoup d'entreprises n'embaucheraient pas de noirs ou de personnes racisées en général. C'est donc de ça qu'il s'agit quand on parle de quota. Et pour aller encore plus loin, dites-vous que il y a des noirs acceptables. Il y a une TikTokeuse qui l'explique beaucoup mieux que moi. Je vais vous les mettre sa vidéo là. En fait, on est dans une société où pour que, en tant que noir, on ait envie de te faire évoluer, il faut que tu rentres dans une case. Et il y a simplement 4 cases qui sont acceptées chez la femme noire. Et pour chaque case, je peux vous citer une influenceuse noire que les marques ou les personnes blanches qui ont du pouvoir, entre guillemets, ont mis dedans. Et c'est pour ça qu'ils les ont aidés, entre guillemets, à percer. La première case, c'est celle de la bonne copine. C'est-à-dire la fille hyper sympathique, le genre de noir, entre guillemets, que les blancs aiment avoir comme amie. Par exemple, Mademoiselle Gloria. La deuxième catégorie, c'est la femme noire douce. Celle qui va permettre d'allier à la fois les noirs et les blancs et de faire en sorte qu'on se retrouve en fait toutes en elle parce qu'elle est douce, parce qu'elle représente la classe. En fait, c'est un petit peu la Martin Luther King, entre guillemets, de l'influence. Pour moi, c'est so charmante. La troisième catégorie qu'on va accepter, c'est celle de la femme noire qui est porte-parole, qui est engagée, qui véhicule un petit peu cette image de femme forte. Et pour moi, c'est Sally. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle de la bonne grande sœur. La bienveillance, la bonne ambiance. Voilà, c'est en général la femme noire qui va le plus loin, on va dire professionnellement parlant, notamment même dans le monde du travail. C'est celle qu'on va voir par exemple responsable RH, ce genre de choses, etc. Et pour moi, celle qui rentre dans cette case, c'est Ellie. Moi, j'ai pu déceler encore quelques autres profils. On va parler du LGBTQ+. LGBTQ+, noir, lisse, qui entre dans les cases propres, qui ne va pas trop déranger, tout ça. Et vous l'aurez bien compris, dans le cas de Angela, c'était Marcus. Et ensuite, il y aura cette personne-là qui respecte vraiment les codes de la société européenne, qui est très douce, qui ne va pas créer des problèmes, qui les arrange. Il y a un profil vraiment qui les arrange. Et c'est là que So Charmante entre en jeu. Donc, Andy est là également. Les personnes qu'elle a invitées, je ne pense pas qu'elle les a invitées pour leur personnalité, parce que des noirs qui boivent du matcha sur les réseaux, il y en a. Mais, personnellement, je n'ai jamais vu Marcus ou So Charmante parler de matcha. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on les a invités. Et encore, So Charmante, elle ne fait pas vraiment du contenu lifestyle et Marcus non plus. Pourquoi est-ce que ces deux personnes étaient présentes à un événement matcha? Je pense qu'elle aurait pu trouver des profils vraiment plus adéquats pour le thème. Mais vu que ces deux personnes étaient des profils arrangeants, c'est pour ça qu'elle les a choisis. Très souvent, quand les marques ont trouvé les profils qui les arrangent, ces profils-là qui disent « Ok, d'accord, ça c'est notre noir à nous », en fait, ils ne vont plus chercher d'autres personnes. Je vais prendre un exemple très banal, Sally par exemple. Sally, c'est celle-là, quand ils vont vouloir, peu importe la marque, dès qu'ils vont vouloir chercher une influenceuse noire engagée, c'est directement Sally qu'ils vont prendre. C'est directement Sally qu'ils vont prendre. Pourquoi? Parce que Sally a un profil qui les arrange. Pourtant, sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres femmes noires ou hommes noirs qui proposent du contenu engagé, mais ce sont des noirs qui dérangent. Un peu comme l'influenceuse Derine Tia. Elle propose du contenu super engagé, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube principalement, c'est là que je l'ai connue. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne la vois jamais avoir les mêmes opportunités que Sally. Vous allez me dire, oui, mais Sally est plus connue. Oui, mais elle a tout le temps, c'est toujours elle. On est un peu fatigué là, il faut changer. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Et c'est ça le problème des marques en fait. Une fois qu'ils ont trouvé leur noir, ils la gardent et ils ne donnent plus de chance à personne. Et c'est dommage. Et dans tout ça, vous allez voir, vous n'allez pas... Je sais que certains vont me dire, oui, mais il y a des influenceurs qui ont réussi, il y a des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, il y a des influenceurs qui... Mais je ne sais pas si je suis la seule à avoir remarqué ça, mais je ne pense pas être la seule. Pour un noir,
que ce soit même ici en Allemagne ou en France, pour percer sur les réseaux. Très souvent, d'autres vont choisir de faire un contenu humoristique ou un contenu un peu ridicule. Oui, littéralement ridicule. Humoristique, je peux vous donner l'exemple de Fatou Guinea par exemple. Oui, à la base, on la connaît pour ses vidéos humoristiques. Elle a réussi. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais type de contenu. Je vais vraiment pousser au questionnement. Pourquoi est-ce que, en tant que noir, quand tu fais un contenu humoristique, tu perces plus vite qu'une personne qui fait un contenu lambda? Pourquoi, en tant que noir, quand tu fais un contenu stéréotypé, un contenu ridicule à la limite, tu perces plus qu'une personne qui fait un contenu lambda? Je prends l'exemple de Awabel, par exemple, ou encore de Ahmed Silla. Lui, c'est le plus connu. Il a tout mélangé, humour, stéréotype, ridicule. Il a pris tout ça, il a mis en une personne. Comment est-ce qu'il n'allait pas percer? Mais pourquoi est-ce que quand ce sont des noirs qui font ça, ça marche? Pourquoi? Et lorsqu'en face, tu auras des noirs qui proposent du contenu travaillé, du contenu sérieux, du contenu haut de gamme, ils auront beaucoup plus de mal à percer que des noirs qui font ce genre de contenu. Je ne pourrais clôturer cette partie de la vidéo sans vous proposer des créateurs qui, selon moi, sont vraiment sous-cotés. Le créateur de contenu, Samir Seb, il fait plus dans la mode, le mannequinat. C'est un contenu mode, mais il est très Black Power, tout ça, vous voyez. Ça dérange? On a encore, comme je viens de vous la citer, Derin Tia. Moi, je pense que c'est vraiment une créatrice de contenu engagée et je pense qu'elle mériterait d'avoir beaucoup plus de visibilité que ça. Nous avons également la créatrice de contenu Anaïs Land. Elle fait un contenu fantastique de manga. Moi, personnellement, je ne la suis pas. Mais mon mec, lui, il est très manga et il aime bien ses vidéos. Et vraiment, quand je regarde ce qu'elle fait, je pense qu'elle mériterait aussi d'avoir un peu plus de visibilité. N'hésitez pas à taguer ou à citer en commentaire tous les créateurs de contenu que vous aimeriez voir avoir beaucoup plus de visibilité. Comme ça, tous ensemble, nous irons checker leur compte et leur donner encore plus de force. Je vais également vous proposer le créateur de contenu Charel Mafoua, oui, j'espère que je ne prononce pas mal son nom. Il fait exclusivement du contenu football centré FC Barcelone. Et ce qui montre encore, ce qui illustre vraiment bien l'exemple que je vous ai pris du fait que les algorithmes mettent moins en avant certains contenus de certains types de personnes, est que lui, il fait du contenu, comme j'ai dit tantôt, exclusivement FC Barcelone. Mais si après un match, tu t'en vas sur YouTube et tu tapes FC Barcelone match, machin, réaction ou débrief, son contenu ne t'est même pas proposé. Je vous promets, j'ai scrollé. Dites-vous, les premières personnes qui me sont proposées déjà, il y a vous savez quoi, qui eux ne font même pas du contenu vraiment centré FC Barcelone. Qui eux font du contenu, genre, ils sont un peu juste au milieu, ils commentent tous les matchs, tout ça. Mais j'ai bien précisé que je voulais FC Barcelone débrief. Je ne suis pas du tout tombée sur sa vidéo. Pourtant, il fait un contenu vraiment très bien. Qu'est-ce qui explique que son contenu ne nous soit pas proposé directement? Le truc, c'est que pour trouver sa vidéo, tu es obligé de partir taper son nom dans la barre de recherche ou bien en regardant plusieurs vidéos d'autres contenus qui te sont proposés dans le fil d'à côté, tu vas peut-être et encore tomber sur une vidéo de lui. C'est vraiment très injuste. Je suis également tombée sur la vidéo, cette interview de Loni qui disait que lui, il s'est retrouvé à un event avec beaucoup d'autres influenceurs, ce que les marques ignorent, c'est que les influenceurs parlent entre eux, normal. Et ils étaient en train de discuter et tout. Après, ils sont arrivés à parler de leur cachet. Loni a appris que cette personne gagnait, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous mettre l'extrait là, 5 à 6 fois plus que lui. Pourtant, cet influenceur a beaucoup moins d'abonnés et fait beaucoup moins de statistiques que lui. Quelle est donc la raison pour laquelle il est payé 5 fois plus que lui? Ça n'a aucun sens. Vraiment rentrer dans le sujet par peur que ça me ferme des portes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup moins latentes, parce qu'on se rencontre tous avec les influenceurs, les youtubeurs, donc on parle. Et quand j'entends ce qui touche sur un truc sur lequel moi j'étais sur la même OP, j'ai plus de stats, plus d'abonnés, ils touchent plus, là je me dis non, ça suffit. Et j'entends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est là que je me dis que vraiment, il y a des marques qui font qui privilégient les créateurs de contenu blanc. Et est-ce que tu peux donner des différentiels de sommes? C'est-à-dire que toi, on proposait une somme et on proposait quelle somme à quelqu'un qui avait autant d'abonnés que toi, voire moins? Je devais venir à un événement, payer par exemple 6 000. Okay. Et j'entends qu'un autre qui est en plus plutôt proche de moi qui touche 15 000 pour venir. Ah ouais, et il fait moins de stats que moi. Et il n'est pas le seul. Les influenceurs noirs qui se plaignent de toucher des cachets beaucoup plus inférieurs à certains influenceurs blancs. Il y en a des témoignages, il y en a des tonnes sur TikTok. En France, les gens aiment bien prendre les États-Unis pour exemple. Dites-vous que même aux États-Unis, il y a une différence salariale de 29% entre les noirs et les blancs, genre entre les créateurs de contenu noirs et les créateurs de contenu blancs. Imaginez que aux États-Unis, ce soit 29%. Vous savez ce que 29% d'argent ça représente?
Imaginez l'écart donc qui doit se creuser en France. Il y a quelque chose qui montre vraiment que c'est un problème qui existe dans la société et pas que en France. C'est pour ça, j'aimerais aussi attirer votre attention là-dessus. C'est partout, c'est dans tous les pays hors Afrique que les Noirs ont un problème de représentation, que les Noirs ont un problème d'opportunité, que les Noirs ne sont pas vraiment considérés à leur juste valeur. Dites-vous que le problème est tellement présent qu'aux États-Unis, il y a carrément des agences spécialisées pour les Noirs. Non mais c'est... Être obligé d'en arriver là, je parle bien des États-Unis. En France, je ne pense pas que ça existe. En Allemagne, encore moins. Voilà. Je pense que les marques devraient comprendre que prendre un noir dans une campagne, prendre un noir dans un événement, prendre un noir dans un influenceur, enfin un créateur de contenu noir, pardon, pour une collaboration, ce n'est pas qu'une affaire de quota. On est dans un monde où même pas c'est censé. La réalité est que la société est diversifiée. Aujourd'hui, il n'y a plus les Noirs chez eux et les Blancs chez eux et les Asiatiques chez eux. Et non. Donc, les marques devraient vraiment se pencher sur la question de l'inclusivité, de la représentation de tout un chacun. Parce qu'au-delà même du fait du quota, tout ça, comprenez qu'il y a des êtres humains derrière qui travaillent pour avoir une certaine reconnaissance et des personnes, ils ont une communauté derrière qui attendent et qui les représentent. Mais comment est-ce qu'ils peuvent le faire si on ne leur donne pas la chance de s'exprimer? Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler du fait que les plus grands influenceurs, comme je vous ai parlé du cercle fermé dans l'influence, les plus grands influenceurs, ils se retrouvent toujours à tourner avec les mêmes individus et c'est fatigant. Non mais vraiment c'est fatigant. Par exemple, quand tu vas voir, il y a ce groupe-là, Lena Situation, Mastu, Inox, tout ce groupe-là, je pense que vous voyez très bien de quel groupe je parle. Ils sont tout le temps en train de tourner des vidéos ensemble. Je ne peux pas vraiment inclure Lena parce que, bon, vas-y, elle ne fait que des vlogs d'août. Enfin, pas que, mais bon, exclusivement, principalement des vlogs d'août. Et pour les vlogs, tu ne peux pas t'entourer de personnes que tu ne côtoies pas au quotidien. Mais pour des personnes qui font des vidéos à budget, des vidéos produites, tout ça, ça ne vous coûte rien d'inviter différents créateurs de contenu, différents influenceurs, différentes personnalités en fait. C'est fatigant vraiment de à chaque fois voir les mêmes personnes. Je sais également que beaucoup de personnes ont mentionné le fait que les Noirs devraient créer leurs propres entreprises, créer leurs propres trucs, comme ça les influenceurs noirs, enfin, créer leur propre marque, inviter dans des influenceurs noirs à collaborer avec eux, ainsi le problème sera résolu. Mais selon moi, c'est pas une solution. Pourquoi? Parce que déjà, toi, en créant une marque, tu vis en France, tu as une marque qui est localisée en France et tu crées des produits pour 4% de la population. Je pense que niveau chiffre, c'est pas très rentable déjà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les influenceurs avec lesquels tu vas collaborer, en fait, leur produit ne s'adressera qu'à 4% de la population du territoire dans lequel vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Pour moi, même si tu veux être une marque de cheveux, c'est vrai que pour nous, par exemple, c'est difficile de trouver des produits adaptés. Vous voyez, on réclame tout le temps aux marques de créer aussi également des produits adaptés pour les cheveux noirs, adaptés pour ceci. Et c'est exactement le contraire qu'on ferait si on créait des marques exclusivement pour les noirs. C'est un peu comme si, je ne sais pas, Mixa crée des huiles exclusivement pour les blancs. Pourtant, nous sommes que 4% de la population, mais on réclame d'être représentés. Imagine une marque qui crée des produits juste pour 4% de la population et le reste. Ça fait beaucoup là, non? Moi, je pense que ça serait bien de créer des marques inclusives aussi. On ne peut pas réclamer de l'inclusivité et nous, de notre côté, on ne fait pas de l'inclusivité. Je pense que c'est normal ce que je dis. Je pense que c'est assez logique. Donc, est-ce que c'est une solution? Selon moi, je ne pense pas. Après, vous êtes libre de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mentionner les influenceurs que vous aimeriez voir, avoir plus de visibilité, être plus reconnus dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo parce que c'est le seul moyen, je l'espère, pour moi d'être également mise en avant. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to